Bienvenue dans cette petite capsule vidéo qui va reprendre l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur le thème mouvement et interaction en première spécialité physique-chimie. Dans un premier temps, on va parler ici de force et de champ. Donc, une force va être caractérisée par un point d'application, un sens, une direction et évidemment une norme. Donc ici, dans un premier temps, on va parler de la force de gravitation qui va être définie par moins grand G étant la constante de gravitation universelle, masse de A fois masse de B, divisé par la distance qui sépare A et B au carré. Et on va rajouter le vecteur unitaire. Donc ici, on voit bien que cette force, elle est attractive, d'accord ? Donc si le vecteur unitaire ici, il part de A vers B, comme ici, ceci, c'est un vecteur unitaire, ce qui veut dire que sa norme va être égale à 1, et donc il ne va pas rentrer en compte dans le calcul de la norme de cette force. La force ici, elle est bien avec un signe moins, donc ça veut dire que la force de A qui s'exerce sur B, c'est A qui s'exerce sur B, elle va partir de B, et elle va être dans le sens opposé à U à B. Donc ici, notre force, elle va partir de B, et aller vers A, comme ceci. F de A sur B. Voilà. Donc la force, elle-ci, elle est bien attractive, qui correspond bien à la force de gravitation, qui elle-même est attractive. Preuve en est, nous avons les pieds collés sur le sol. De cette force va être généré un champ, donc le champ, ça va être tout ce qui va être lié à la production de cette force de gravitation. Ici, notre champ de gravité, il va être défini par l'ensemble de ce que va produire la force A. Donc ça veut dire moins grand G, MA, sa masse, la distance au carré, UAB. Donc le champ, il est attractif, et la force subie FG de B, c'est la force que subit B parce qu'il est dans l'entourage de A, va être égale à G MA, MB. Donc ça correspond bien à ce qu'on voyait auparavant avec le poids. Poids est égal à M fois G ou G fois M, peu importe. Ici, donc on a bien la force ici qui va être dite de pesanteur, mais qui en fait est une force de gravitation, qui va être égale à M fois G. On va pouvoir faire la même chose en électrostatique, et on va considérer que la force électrostatique générée par une particule chargée sur une autre particule chargée, il faut deux particules chargées ici, est égale à K, une constante qu'on vous donnera, facteur de QA fois QB, divisé par D carré, vecteur unitaire UAB. Alors là, ce qu'il faut remarquer, c'est que je n'ai pas spécialement mis de signe devant mon expression de ma force. Pourquoi ? Parce que ça dépend de la polarité de A et de B, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont positifs tous les deux, négatifs tous les deux, ou positifs et négatifs, pour savoir si la force est attractive ou répulsive. Donc du coup, pas de signe ici. On a bien le sens de UAB qui va nous être imposé exactement comme ici, mais le sens de la force de A sur B va être défini par la charge de A et la charge de B. Donc le champ électrostatique qui va en générer va être de la forme grand E qui va être égal à du coup K fois QA divisé par D carré UAB. On a une analogie parfaite entre les deux forces. On a bien la même expression qui va être formée et donc du coup la force subie va bien être égale, la force que va subir B dans le champ de A va être QB vectoriel facteur de E. Ce champ va imposer à B un certain sens suivant qu'il soit positif ou négatif, suivant que la particule chargée de A soit positive ou négative par rapport à son signe. Donc un champ peut être représenté en un point par un vecteur, c'est ce qu'on a fait ici, ce sont des vecteurs. Ce vecteur est tangent en ce point à une courbe qu'on va appeler la ligne de champ. La ligne va être orientée dans le même sens que le vecteur champ, et ces lignes permettent de cartographier un champ. Voilà pour les forces et les champs. Deuxième thème que nous allons voir, c'est la statique des fluides. Alors un fluide, c'est tout ce qui va être gaz ou liquide.
D'accord ? Donc, quand il est au repos, il va exercer une force pressante vers l'extérieur, une force F, qu'on va appeler force pressante. Cette force pressante, elle va être proportionnelle à la surface de liquide qui est en contact et de la pression interne. Donc, F, ça va être égal à P fois S. F, ici, va être en newton. S va être en mètre carré, c'est la surface de contact. Et P en pascal. Alors le pascal, c'est l'unité de pression, une unité qui est relativement petite, mais qui va nous permettre de corréler avec la force. En général, on va plutôt utiliser le bar, et on a un bar qui va être égal à 10 puissance 5 pascal. Pascal est une toute petite unité, on utilisera préférentiellement le bar. Loi fondamentale de la statique, c'est la première loi importante de physique que l'on voit. J'ai tracé un axe vertical vers le haut. Donc du coup, il faut bien prendre ça en compte quand vous allez faire votre loi, car des fois, il y a un axe vertical, mais qui est orienté vers le bas. Donc ici, on va avoir la différence de pression PB, delta P, va être égal à PB moins PA, qui va être égal à moins, puisque je suis vertical, ρ de fluide. Alors le ρ, c'est bien la masse volumique de notre fluide, fois G, l'intensité de pesanteur, vecteur de la variation delta Z de hauteur. La variation delta, c'est toujours une variation. La variation de pression, c'est PB moins PA. Variation de hauteur, ça va être ZB moins ZA. Cette loi fondamentale de la statique est très importante, notamment pour la suite. Elle va nous permettre de calculer la différence de pression que nous allons subir, notamment quand on va monter au sommet d'une montagne ou qu'on va aller dans un fluide comme l'eau, on va plonger. Ensuite, nous avons vu la loi de Boyle-Mariotte. La loi de Boyle-Mariotte, elle est utile notamment pour calculer les variations de volume, parce que là on ne parle pas du tout de volume, les variations de volume à des différentes pressions. La loi de Boyle-Mariotte, elle n'est applicable que dans les cas où la réaction se fait de manière réversible, c'est-à-dire infiniment lente. La loi de Boyle-Mariotte nous dit que la pression fois le volume, c'est égal à une constante. Donc cette petite loi va nous être très utile, notamment pour bien préciser la variation de volume suivant la variation de pression. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que plus on s'enfonce profondément dans l'eau, plus la pression va augmenter et donc plus le volume va diminuer. À l'inverse, si jamais vous inspirez du gaz sous pression alors que vous êtes sous l'eau, ce qui est normal, et que vous remontez sans expirer, la pression autour de vous va diminuer et votre volume de gaz dans vos poumons va augmenter, ce qui peut risquer des gros problèmes. Pour finir ce thème mouvement et interaction, on va parler maintenant des mouvements. Alors, on a défini plusieurs choses en mouvement. On a notamment défini ce qu'on va appeler la vitesse dans notre cas. Donc la vitesse, on l'avait définie assez simplement comme étant le vecteur de mi plus 1 divisé par ti plus 1 moins ti. On va considérer un ensemble de points, mi plus 1, etc., etc. Et la variation de vitesse, ça va être la variation de position finalement entre ces deux instants. Nous, on a rajouté le vecteur variation de vitesse. Ce vecteur variation de vitesse, c'est tout simplement la différence, comme on l'a dit tout à l'heure, la différence entre la vitesse à i plus 1 moins la vitesse à i. Cette variation de vitesse, elle va nous être utile pour la deuxième loi plus importante, le PFD, le principe fondamental de la dynamique. Alors, ce PFD, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que la somme des forces appliquées à un solide ou un objet quelconque va être égale à sa masse, facteur de le vecteur variation de vitesse divisé par delta t. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce vecteur-là, l'ensemble de ce vecteur-là, c'est homogène à une accélération. Donc, comment on va exploiter cette affaire-là ? Eh bien, pour tracer finalement
notre vecteur variation de vitesse, on va vraiment faire une soustraction de vecteurs. C'est-à-dire qu'on va prendre VI, on va l'appliquer au point I, on va prendre VI, hop, tac. Donc ça, c'est toujours mon VI, je l'ai fait à peu près là, je l'ai fait de la même longueur, et je l'ai fait dans le même sens. Et je vais faire moins, donc ça c'est VI plus 1, et je vais faire moins VI. Moins VI, c'est la même direction, mais pas le même sens. Donc hop, moins VI, il est comme ça. Ça c'est moins VI. Et finalement, notre vecteur variation de vitesse, hop, il va être là. Notre vecteur variation de vitesse, il va être là. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la variation de vitesse va être collinéaire à la somme des forces. Donc connaissant finalement la somme des forces, puisqu'on a fait tout notre point sur les forces et les champs, on va pouvoir connaître finalement le sens de variation de la vitesse. Est-ce que ça va dans le sens du mouvement, et à ce moment-là ça va accélérer, ça va pas dans le sens du mouvement, ça s'oppose au mouvement, alors on va ralentir. Merci d'avoir suivi cette petite capsule vidéo, n'hésitez pas à aller sur le site web sciencefinum.fr pour retrouver l'entièreté des cours que je dispense, les QCM qui sont corrigés, les exercices classiques corrigés et les travaux pratiques associés. Merci et bon courage!